L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Émission Best-of aujourd'hui avec l'artiste Gilles Balmet, le musée des transports en commun du Pont-de-Clé, les admirateurs du chêne de Venon et le procureur général de Grenoble qui fait le point sur la violence dans l'agglomération. Alors ces portes ouvertes arrivent aussi dans un climat sécuritaire un petit peu particulier sur l'agglomération. En tout cas, si on en croit les médias qui relaient depuis cet été l'image d'une ville violente. On la compare parfois à Chicago. C'est venu d'un fait divers tragique, la mort d'un jeune poignardé à la sortie d'une discothèque à Mélan au mois d'août. Est-ce que vous faites aussi ce constat que Grenoble est une ville violente et où la violence prend de l'ampleur ? Vous savez, j'étais en poste à Marseille, dont on dit souvent que c'est une ville violente, et malheureusement, elle le démontre assez régulièrement. Moi, je n'aime pas trop les comparaisons qui n'ont pas beaucoup de sens. C'est une ville qui a des difficultés, c'est une ville de grande créativité, une ville à la pointe de la technologie, mais une ville qui est aussi confrontée à des démons qu'on rencontre aujourd'hui, le trafic de drogue. Il y a de la violence. La justice essaye de réagir. On en appelle beaucoup aussi au concours des citoyens. Je crois que ce n'est pas uniquement à l'institution de l'appréhender, c'est aussi aux citoyens d'aider aussi à un moment le fonctionnement de la justice. Voilà, je crois que c'est tout. Le reste sont des slogans alors qui frappent toujours l'imagination, mais qui ne correspondent pas forcément à quelque chose de vrai. Cela dit, il y a de la délinquance, il y a de la délinquance urbaine, et c'est un souci, c'est une préoccupation évidemment que nous avons tous. Il y a beaucoup d'armes en circulation sur l'agglomération Grenoble. Oui, c'est un constat, et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se promènent avec des couteaux sur elles, des armes blanches. Vous savez, c'est un peu l'éternel cercle vicieux. Je prends un couteau sur moi parce qu'il y a de l'insécurité et pourtant je contribue moi-même à l'insécurité. Car ce faisant, porter un couteau, ça peut signifier qu'en cas d'incident, d'altercation, on peut peut-être s'en servir. Il faut mener un combat rude et très ferme contre les personnes qui se promènent avec des couteaux, des cutters, des poignards. On voit des choses très étonnantes. Et même certaines se présentent au palais de justice à l'entrée avec un couteau. Bon, il y a le portique normalement qui... Oui, mais on est très surpris de voir ce que les gens... Ils n'ont pas le réflexe de se dire c'est pas un outil, non. Un engin que je... Alors on vous dit mais j'ai besoin de ça pour casser la croûte et autres, et bizarrement on vient au palais de justice avec un couteau. C'est quand même un peu étonnant. Donc ça c'est vraiment toute une pédagogie que nous devons faire. Tout porteur d'une arme, quelle qu'elle soit, peut être tenté de s'en servir à un moment, et c'est ça qu'il faut combattre. Il y a une photo qui a un peu choqué, qui a fait la une des médias, notamment du Dauphiné libéré, il y a quelques jours. Voilà, photo d'un ingénieur grenoblois, une quarantaine d'années, tout le monde peut plus ou moins s'identifier, qui faisait son jogging dans le parc Mistral et qui, en frôlant un jeune, s'est retrouvé tabassé. Ça fait peur aussi, cette violence gratuite. Oui, puis la violence représentée. Vous savez que la force de l'image, on le voit aussi sur d'autres sujets. La force de l'image, et d'ailleurs, vous savez que ce type de photo est versé dans la procédure judiciaire pour justement, quand on jugera l'auteur, si on l'arrête, on puisse voir les dégâts physiques. Ça impressionne, c'est aussi le reflet, malheureusement, de cette brutalité qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés, pas spécialement à Grenoble, un peu partout, où des contrariétés se terminent par de la violence très brutale. Et là encore, c'est tout un travail, mais qui intéresse toutes les institutions, de l'école jusqu'à la justice, etc., pour essayer de calmer cette violence et d'essayer de la maîtriser. C'est pas simple, hein. Là, on touche à beaucoup de choses. Et évidemment, derrière, quand on voit ça, on est un peu affligé de ceux dont sont capables certains individus. Il y a des solutions où c'est un problème qu'on n'arrivera jamais à résoudre. Vous savez, moi, je dis toujours, n'attendons pas que ce soit que la justice ou que la police. C'est tout. Nous intervenons d'une certaine manière en bout de chaîne. C'est quelque chose qui touche toute la société, qui commence à l'école, c'est la rentrée des classes. Comment respecter l'autre, la citoyenneté, les familles qui aussi doivent inculquer à leurs enfants le respect de l'autre. Après, il y a le problème du chômage, il y a le problème de l'usage de la drogue, de la précarité, tous ces sujets qui à un moment se télescopent. Mais l'inquiétude qu'on a, c'est qu'en France, pas spécialement uniquement à Grenoble, il y a une montée des violences. Pas toujours des violences lourdes. Je mets de côté le terrorisme, évidemment, mais des passages à l'acte assez impulsifs pour des petites contrariétés de la vie. Il y a toujours eu de la violence dans la société. Mais aujourd'hui, alors elle est peut-être plus mise en scène, plus médiatisée. On est un peu surpris de cette capacité qu'ont nos concitoyens, qui ne sont pas forcément des gens brutaux, mais de tout de suite s'énerver et d'être virulents, alors qu'il y aurait matière à discussion. Jean-Marie Guetta, vous êtes l'un des fondateurs de l'espace Histobus dédié au transport en commun de l'agglomération. Alors c'est situé à
à Pont-de-Claix, c'est un projet qui a été monté par des passionnés. Oui, on était 4, dont Jean-Yves Mounier, qui est le président fondateur. Et puis, c'était donc en 1989, ça fait déjà 29 ans. Et on s'est dit, tiens, ça serait bien d'essayer de récupérer quelques véhicules, puis de les restaurer. On est parti comme ça. Et puis, aujourd'hui, on est à presque une quarantaine de véhicules. Voilà. Alors, le plus ancien, il date de 1923. En mettant entre parenthèses un véhicule qui nous est prêté, c'est une calèche qui date qui a pratiquement 100 ans, peut-être même un peu plus. La personne qui nous l'a mise en dépôt, gentiment, est en train d'essayer de calculer, faites voir un petit peu, d'avoir des renseignements. Et puis le véhicule le plus récent, il date de 2003. Alors, il y a une grande halle, une galerie, pour mettre une quarantaine de bus, il faut de l'espace. Je crois qu'il y a plus de 3000 mètres carrés dans cet endroit. Ces bus, vous les avez récupérés comment? Ça se rachète, ça se donne Alors, on n'en a pas acheté beaucoup, on a acheté 8, je crois. Il y en a un certain nombre qui nous ont été donnés, parce que comme on est une association reconnue d'intérêt général, quand les gens nous font soit des dons en numéraire, soit des dons de véhicules, eh bien avec un CERFA officiel, parce que c'est normal, quand l'État français, à travers les impôts, vous fait des ristournes, il faut que ce soit sérieux. Il y a des gens qui nous ont donné des véhicules, on a fait établir la valeur de ces véhicules et ils récupèrent en crédit impôt l'année suivante ou jusqu'aux les 5 années suivantes, 66%. Bon, si vous avez un bus qui traîne dans votre garage, vous ne savez pas quoi en faire, vous appelez Jean-Marie, il va vous en débarrasser. Et la CEMITAG aussi nous en a donné une douzaine au moins. Bon. Oui, parce que la particularité, c'est que la plupart des bus qui sont dans votre musée ont circulé sur le territoire isérois ces dernières années. Je mets année avec un gros S. Voilà. Mais quasiment tous. Il n'y en a que 2. Il y a c'est la calèche dont je vous parlais tout à l'heure, qui vient du sud-ouest de la France, mais qui est intéressante. C'est ce qu'on appelle un char à banc. Et puis, il y a un vieux Cars horaire qui, lui, a roulé tout le temps sur le département des Hautes-Alpes et jusqu'à dans les Bouches-du-Rhône. Mais comme il avait été en partie construit à Grenoble dans les célèbres carrosseries Belclos, parce que c'était connu nationalement, cette carrosserie-là, on s'est dit, alors... Vous avez fait une petite exception. Vous avez bien fait. J'ai quelques images de bus de 1968. C'est l'époque des Jeux Olympiques à Grenoble. Il paraît d'ailleurs que ce sont ces images de bus et des enfants qui prennent le bus pour aller au ski qu'aurait fait gagner la candidature de Grenoble au JO. Ça, c'est le genre de véhicule que vous avez encore en stock. Là, j'ai reconnu des véhicules, des PH, bien sûr. Enfin bon, je ne vais pas faire la... Est-ce que vous les remettez en état également? Oui, bien sûr. Depuis qu'on a commencé la première restauration d'un véhicule, c'était en décembre 96. On note tout le temps, toutes les heures qu'on passe, au quart d'heure près quand même, on note toutes les heures qu'on a passées sur les véhicules. On en est à plus de 17 000 heures. Ce qui fait que, de temps en temps, il y a des visiteurs, parce qu'on peut visiter tout au long de l'année le musée. Il y a des visiteurs qui nous demandaient, ça fait combien pour une personne? Alors un jour, je n'ai pas calculé, j'ai regardé. On en est à 10 ans et 3 mois, je crois, pour une personne à raison de 35 heures par semaine et 1 mois de congé. Voilà. C'est du boulot, on peut le dire. Oui, non, mais on mange du sucre, on ne se plaint pas, on est bien content et on continue. Alors, Venons, ce n'est pas la ville la plus connue de l'agglomération grenobloise. Je dis une ville, c'est d'ailleurs plutôt un village. Tout à fait, oui. C'est pas vraiment une grande localité, mais par contre, il y a quelque chose de remarquable dans cette commune, c'est qu'il y a un phare végétal. Un arbre qu'on peut voir à 15-20 km à l'œil nu sans jumelles et qui attire tous les regards, toutes les passions et beaucoup de choses et beaucoup de projets. Alors on est juste sur les hauteurs de Grenoble, à l'église de Venons que l'on voit, une dizaine de kilomètres, très bucolique, c'est déjà la campagne, même si on est aux portes de la ville. Et voilà cet arbre qui domine la vallée du Grésivaudan. D'accord, on en reparlera de ça. L'image qu'on vient de voir. La balançoire, je ne sais pas ce qu'elle faisait là. Justement, on peut en parler. Aussi pour rappeler que le terrain est un pâturage privé, déjà, par rapport aux images qu'on vient de voir. Parce que même s'il représente le symbole de la commune de Venons, en fait, le papier officiel de la mairie, c'est une colline avec un arbre. L'arbre est situé sur un terrain privé et un pâturage privé, en fait. Alors, il a 300 ans à la louche, à 100 près, on va dire. Entre 300 et 400, on n'a pas réellement fait d'études approfondies là-dessus. Il faut savoir qu'il évolue, il grandit dans un environnement très hostile, une terre très dure, le vent, la foudre. Il a pris 2 fois la foudre dans les années 2000. En 1992, une tempête lui a arraché une poutre maîtresse. Bref, la situation n'est pas idéale pour pousser là-haut. Alors vous le disiez, il a une
une position très particulière, une sentinelle, un peu le garde presque de la vallée de l'entrée de Grenoble du côté du Grésivaudan. Il fait 17-18 mètres de haut, 5 mètres de circonférence. Environ. Alors, ce qui est vraiment remarquable chez cet arbre, en fait, c'est que si on le prend à part, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus vieux, c'est au niveau de l'envergure, il y a largement plus grand et plus haut en France. Mais sa situation, son contexte, en fait, fait qu'il est unique. Une fois que vous avez votre regard qui s'est posé sur lui, que vous soyez dans la vallée du Grésivaudan. Oui, on le voit bien d'en bas aussi. Hein. En fait, vous le cherchez en permanence du regard et comme bon nombre de personnes, soit vous êtes attiré pour aller, ou soit vous vous dites un jour, il faudra que je monte là-haut. Alors, vous l'avez dit, hein, il est sur un terrain privé, c'est des agriculteurs qui... C'est un pâturage de vaches laitières, absolument. Ceux qui en sont propriétaires. Le propriétaire, c'est monsieur Gérard Boniface, c'est l'exploitant Christophe Franchini de cette ferme. Alors, quand on voit ces images, Alain, vous qui êtes un photographe expérimenté, forcément, c'est un beau sujet à mettre en scène, un arbre comme ça. Alors, c'est certain que ça fait une douzaine d'années que j'en fais le tour. Hein. Et moi, j'habite en face sur le Vercors et je le vois de chez moi. Et donc, quand il y a un petit nuage qui va bien, quand il y a un petit contexte météorologique qui semble favorable, j'aime à y faire un saut. Alors moi, j'ai découvert l'arbre en fait par son côté esthétique. Hein. J'avais pas connaissance de toute cette histoire, ce qu'il y avait derrière. Et justement, c'est le fait de connaître Laurent qui m'a permis d'être un peu plus sensible à tout ce que ça peut véhiculer en tant que... En fait, le chêne a pour lui la grosse réputation d'être fort comme un chêne, on dit. Hein. Mais en fait, c'est ce qui fait aussi peut-être sa faiblesse, parce qu'en fait, on se permet beaucoup de choses, alors que c'est un être vivant qui souffre et qui est même en péril. Donc c'est pour ça que l'action de Laurent est très, 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 très forte, quoi. Donc moi, au départ, c'était vraiment un sujet photographique, un très, très beau sujet qu'on peut comment dire... On peut en faire le tour. Il a des profils multiples, de jour, de nuit, avec la lune, avec la pluie, avec le soleil, avec les arcs-en-ciel, avec plein de choses. Mais c'était uniquement un sujet à photographier. Maintenant, c'est plus que ça, quoi. Parmi les nombreuses photos que vous avez faites de cet arbre, il y en a une qu'on va regarder ensemble. Alors au début, je me dis, quel rapport avec l'arbre? Mais il est là, en fait. C'est pris de la vallée d'en face, j'imagine. J'ose à peine dire que c'est pris du boulot, là. En fait, j'ai pris ça du centre-ville de Grenoble. Et donc, effectivement, voilà, de temps en temps, ça, c'est des nuées juste après un bel orage sur une terre chaude. Ça s'évapore de partout et puis ça donne des ambiances assez particulières que j'aime bien capturer. Ouais. Ouais, ça, c'est une superbe photo. Laurent parlait de la foudre. Il l'a pris 2 fois. Vous, la foudre, c'est aussi une de vos spécialités photographiques. J'ai pris une de vos dernières photos, mais vous en avez fait longtemps dans votre carrière. Est-ce que vous n'avez pas envie de la voir, cette photo de la foudre qui tombe sur l'arbre de... mais elle existe. Hein. Je l'ai prise depuis la Tour Sans Venin. Un impact de foudre sur le secteur de la colline de l'Arbre. Alors, je ne suis pas certain que... Mais... Bon, si elle peut tomber ailleurs, ça ne me dérange pas, quoi. Je pense que Laurent, il n'est pas spécialement pour que ça se produise, en fait. Mais bon, il prend, vu sa position, c'est évident. Hein, c'est évident. Vous êtes originaire de Grenoble, vous êtes dans l'agglomération, vous avez été à l'école des Beaux-Arts de Grenoble. Depuis une quinzaine d'années, vous êtes monté à la capitale. C'est là-bas que ça se passe quand on est artiste, plasticien comme vous? C'est là-bas et ailleurs et dans le monde entier, mais c'est vrai que Paris, c'est un passage important pour commencer à exposer, à rencontrer des galeristes, des galeries, des commissaires d'exposition. Et c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus regardé à Paris quand on est artiste, mais moi j'ai souvent réexposé à Grenoble et dans la région, tout en gardant un atelier à Grenoble, donc qui est le bâtiment de mon arrière-grand-père qui était maître verrier ici, et donc j'ai récupéré ce bâtiment. Et en plus de l'atelier de Paris, ce qui me fait une aération quand je reviens régulièrement. Voilà, je viens à peu près 10 jours tous les mois et demi à Grenoble. Donc voilà, c'est une ville à laquelle je suis assez attaché. Alors vous avez un univers assez particulier. On va voir certaines de vos œuvres. C'est à la fois abstrait, à la fois on pourrait y voir des paysages. Je ne sais pas comment vous pouvez présenter ça. Oui, c'est un travail qui oscille entre l'abstraction et la représentation paysagère, où ici on est presque plus dans des présentations, c'est-à-dire que les images et les motifs qui sont représentés s'autogénèrent par des processus. Donc quand on a une image qui
qui ressemble à un paysage, c'est en fait une matière que j'ai récupérée en trempant mes supports dans des piscines de matière, des piscines de peinture. J'ai projeté de la peinture à la surface de bain et je viens récupérer cette matière en trempant avec mes gestes. Donc ce sont les gestes qui permettent la récupération des matières et le dessin qui vient composer l'image. Donc je joue volontairement sur l'ambiguïté de la représentation est quasiment photographique. Donc on a ces images qui évoquent presque le négatif de la photographie de paysage, alors qu'il s'agit en fait purement de peinture. Ouais, c'est très, très surprenant. Vous n'utilisez pas le pinceau Alors non, c'est l'une des caractéristiques de mon travail, mais c'est pas non plus l'objectif primaire, on pourrait dire, mais c'est vrai que j'utilise très peu de pinceaux, mais j'en utilise quand même dans d'autres séries. Enfin, voilà, mon travail fonctionne en série, donc il y a des séries noir et blanc, des séries en argent sur papier noir, il y a des séries avec beaucoup de lavis d'encre ou des lavis colorés. Donc il y a à chaque fois un champ de recherche particulier pour chaque série, des protocoles de travail assez particuliers que je mets en jeu. Et dans ce cadre précis de travail, je produis un certain nombre d'œuvres et ensuite, pour des expositions, je vais choisir ce qui est le meilleur de ma production. Donc c'est pour ça que chaque exposition est une sorte de raffinement. Je vais à la recherche j'essaie de trouver en tout cas ce qu'il y a de mieux dans chaque production. Alors là, on voit des images d'une série qui s'appelle White Rain, Oui. La pluie blanche en français. Là aussi, moi j'aime beaucoup le rendu. C'est vrai qu'on reste un peu scotché devant vos œuvres. On essaie de comprendre, d'y voir des choses. Absolument. Il y a aussi beaucoup de choses sur la question de la perspective qui est suggérée par le lent trempage. Enfin, les processus, si vous voulez, sont des œuvres qui sont réalisées assez rapidement. Un peu dans la tradition de la peinture asiatique. Enfin, moi, j'ai vécu 6 mois au Japon en 2010 et j'y retourne assez régulièrement. Et c'est vrai que c'est un pays qui m'a toujours fasciné pour son travail des encres et la peinture. Et enfin, toute la culture japonaise, moi, m'intéresse. Les antiquités, les jardins, enfin, voilà, toute la culture japonaise est passionnante. Ou la calligraphie. Donc j'utilise aussi des références culturelles à d'autres univers. Donc là, il y a beaucoup d'ancrage, beaucoup d'aléatoire dans mon travail aussi. J'utilise ces paramètres-là. Donc c'est une tentative de maîtrise de l'aléatoire. Vous êtes surpris vous-même de Ah oui, absolument, absolument. C'est aussi le plaisir de continuer sur une série qui est presque déjà dans mon travail une sorte de classique. Je le continue justement par plaisir pour me renouveler, pour justement interroger aussi les limites des processus que je mets en œuvre et me surprendre moi-même. Jusqu'à début octobre, on vous présente dans cette émission les idées proposées par les gens, les habitants de Grenoble pour améliorer leur cadre de vie. Dans le cadre donc de ces budgets participatifs, il y a 800 000 € mis en jeu pour réaliser ces projets. Il y a 23 candidats sur la ligne de départ. C'est un petit peu comme vous, ils vont se partager le pactole. Et chaque jour dans cette émission, on donne la parole à un porteur de projet. Bonjour, Charlotte Dill, je représente la plage de Grenoble. Et oui, il y a une plage qui existe à Grenoble, la première plage urbaine en France. Alors les publics peuvent être très divers à la plage de Grenoble. Ça peut être des enfants, des familles, des sportifs, des personnes avec handicap ou blessés. Donc grâce au budget participatif, on espère pouvoir réaliser des investissements pour que cette accessibilité soit plus aisée. Le deuxième objectif du budget participatif, c'est de permettre d'autres activités, des activités notamment des jets d'eau. Dans l'imaginaire des gens, avoir de l'eau à la plage, c'est essentiel pour pouvoir s'amuser, hein, c'est la première chose, mais aussi pour pouvoir se rafraîchir. Enfin, troisième objectif d'investissement dans le cadre du budget participatif, c'est de permettre d'avoir des installations pour des moments conviviaux, donc d'avoir des barbecues, d'avoir des installations qui permettent effectivement cet accueil, d'avoir une buvette plus agréable, qui reste une petite buvette, hein, bien entendu, mais autant d'éléments qui peuvent permettre aux gens de s'installer et de vivre de bons moments à la plage, soit sur le sable, soit en dehors du sable. Bonjour, je suis Alain du collectif Andy Park. Nous avons envisagé ce projet pour parvenir à aller encore un petit peu plus loin dans le souci des enfants et des parents qui ont des enfants handicapés. Le but étant de mixer finalement ces enfants dans le jeu, qui est, je dirais, la partie où les gens se rapprochent le plus facilement, s'acceptent le plus facilement, se découvrent le plus facilement.
Et c'est vrai que les parcs méritent d'être un petit peu plus équipés que ce qui existe, même s'il y a des choses déjà qui se font. En regardant d'un peu plus près au niveau des accès, dès l'entrée du parc, et puis pour aller jusqu'au jeu. Et avec des jeux où les enfants puissent effectivement se mêler à ceux qui sont, on va dire, bien portants et ceux qui ont des handicaps. Voilà. Alors, c'est un projet important parce que c'est un projet social, c'est un projet aussi sociétal. C'est un projet économique parce que l'intégration des gens les uns avec les autres, c'est très important effectivement. On pourrait presque dire que c'est un projet aussi environnemental parce que c'est l'accord entre les différentes personnes et c'est aussi important. Et donc, tout le monde est concerné par ça, d'autant plus que tout le monde, à tout moment, on le sait aujourd'hui, peut être à un moment donné dans une situation de handicap, même provisoire. Mais dans ces cas-là, on est quand même très très content. Bonjour, je m'appelle Rachida Zaidi, j'habite dans le quartier Saint-Bruno, secteur A. Je suis la porteuse de projet Laverie solidaire. J'en connais pas mal de gens en faibles ressources qui n'arrivent pas à laver leur linge correct. J'ai décidé à créer ce projet avec le budget participatif. Ça sera un lieu où les gens peuvent laver leur linge selon leurs revenus. Et prendre un thé, un café, peut rester, discuter. Et c'est un lieu convivial, on peut rester un petit moment et prendre leur machine et partir avec. Voilà. Et si vous aussi voulez la laverie solidaire, votez pour mon projet. Vous pouvez retrouver les 23 projets sur le site internet de Télé Grenoble. Et puis le vote est ouvert à tous les Grenoblois de plus de 16 ans sur internet ou dans des vrais bureaux de vote du 2 au 6 octobre. Il faut choisir un projet parmi les 6 dont le budget est supérieur à 200 000 euros et 4 projets parmi les 17 dont le budget est inférieur à 200 000 euros. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.